Bien. Merci, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Merci pour cette introduction. Alors, le dépistage. Le dépistage, j'ai repris la définition ou une définition de l'OMS avec un objectif. Alors, dépister, c'est en fait s'intéresser à une population qui est apparemment en bonne santé pour identifier des gens qui ont un risque potentiel d'une maladie. Tout ça pour dire que on va pas faire un diagnostic a priori, mais on va plutôt essayer d'identifier des gens qui sont potentiellement malades, qui vont peut-être faire une maladie dans une population apparemment normale, sans anomalie. Et tout ça, c'est pour proposer une intervention précoce. Et ça, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, notamment quand on fait de la biologie médicale, et vous verrez un petit peu tout à l'heure. Alors, j'ai essayé de refaire un petit peu l'historique du dépistage pour la France, on va dire, avec probablement des étapes qui sont ratées, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, ou ce que disait Joseph en introduction, c'est que le dépistage du cancer du col de l'utérus, finalement, c'est dans les années 40, avec Papa Nicolaou, qui se rend compte qu'on peut colorer des cellules qu'on prélève sur le col et identifier déjà des cellules anormales qui sont des précancers et qu'on peut peut-être traiter. Puis après, quand on reprend un peu ce qui s'est passé en France, il y a eu du dépistage opportuniste qui s'est fait. Il y a eu des programmes pilotes de dépistage organisé dans les années 90 pour se dire, tiens, si on organisait, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, il s'est passé encore une grosse décennie avant qu'on adopte le test HPV dans les recommandations pour faire le triage des anomalies de type ASCUS, en disant qu'on allait peut-être être meilleur pour dépister les femmes. Et puis tout d'un coup, ça s'est précipité. C'est ce que Joseph évoquait tout à l'heure. On voit qu'à partir des années 2018, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Il y a un petit cran en 2020 parce qu'on s'est consacré à un autre virus. Mais effectivement, tout d'un coup, le travail de certaines équipes françaises depuis les années 95-2000, voilà, ont probablement porté leurs fruits pour arriver à un dépistage organisé en 2018, le test HPV primaire en 2019, 2020, on s'est occupé du Covid, une réflexion sur l'introduction des tests ARN pour le dépistage, et puis des recommandations sur l'autoprélèvement. Donc, on voit que sur le plan du dépistage, ça y est, les outils sont là, les textes sont là. Donc, ce ne sont que des outils et que des textes, et on va voir ce qu'il y a derrière. L'intérêt de l'organisation. Évidemment, comme ça, on se dit, oui, en étant organisé, on fonctionnera mieux que si on ne l'est pas. C'est extrêmement important, et quand on regarde un petit peu à l'échelle européenne ce qui se passe, eh bien, on voit en bleu ici les pays dans lesquels l'organisation, il y a une organisation, pardon, alors en orange, c'est une organisation qui est maintenue, ici. En bleu foncé, c'est un démarrage de l'organisation, donc c'est le cas de la France. Et puis là, c'est les pays dans lesquels il n'y a pas d'organisation. Est-ce que ça marche en pratique? En pratique, oui, parce qu'on a ces données-là qui montrent les pourcentages de réduction de décès par cancer du col de l'utérus quand une femme a eu accès à un dépistage. Qu'ils soient organisés ou pas, mais quand elle a eu accès à un dépistage, et quand c'est organisé, évidemment, le dépistage, l'accès est d'autant mieux. Et on voit des réductions très significatives quand on propose un dépistage. Donc, organiser le dépistage, c'est quelque chose de fondamental. Ensuite est venu l'intérêt du test HPV en dépistage primaire, c'est-à-dire en première intention, avec ce texte de la HAS, qui s'est basé, entre autres choses, sur cette étude de la Cochrane aussi, qui démontre, bon, on le savait déjà depuis un certain temps quand même, mais qui démontre de façon radicale que de faire un test HPV en primaire chez les femmes à partir de 30 ans permet de mieux dépister les femmes, de mieux identifier celles qui sont à risque d'une lésion précancéreuse ou d'un cancer du col de l'utérus. Beaucoup mieux que la cytologie, et le tout pour une spécificité de détection des CN2 qui est tout aussi bonne. Donc là, on avait les éléments de preuve. Ça, ce sont les
euh, les recommandations françaises. Donc, ça bouge pas vraiment chez les jeunes femmes de 25 à 30 ans. On va pas faire de test HPV parce que la prévalence d'infection, elle est trop importante et il y aurait trop de positifs. Par contre, ça change chez les femmes de 30 à 65 ans avec le test HPV en primaire et puis un algorithme qui se découle. Et tout l'enjeu du dépistage, c'est de faire le bon triage des femmes qui sont HPV positives, sachant que celles qui sont HPV négatives vont être vues tous les 5 ans. On peut espacer le dépistage parce que le test est extrêmement sensible. Alors, test HPV et dépistage. Test HPV, évidemment, ça sonne comme un test de virologie où on va faire un diagnostic, sauf que on est bien dans un dépistage. On s'adresse à une population apparemment sans maladie. Et l'idée, c'est d'identifier des femmes à risque de lésions précancéreuses, prévalentes ou incidentes, de celles qui ne sont pas à risque. Et c'est ça l'objectif du test HPV. C'est pas de dire il y a une infection HPV ou pas, c'est est-ce que ma femme elle a un risque ou elle n'a pas un risque d'une lésion prévalente ou incidente. Et du coup, les critères de performance des tests de biologie, ils sont cliniques. C'est à partir de quand mon test me dit que la femme elle a un risque ou qu'elle n'a pas de risque. C'est donc capacité à identifier une femme à risque de lésion de haut grade. Il faut une forte sensibilité clinique, c'est-à-dire la probabilité qu'un test positif soit associé à la maladie pour pas rater une lésion de haut grade. Et puis, il faut que la spécificité clinique soit acceptable. On n'est pas très positif avec rien qui se passe. Si j'en reviens maintenant au test HPV à proprement parler, la sensibilité clinique, elle dépend de seuil de détection. Et on peut finalement imaginer qu'il y a deux types de seuils de détection. Ils vont caractériser, d'une part, la performance analytique du test que l'on va utiliser. La performance analytique, c'est la capacité du test à mettre en évidence ce qu'on recherche, en l'occurrence l'HPV. On a un seuil analytique de détection. En dessous, c'est négatif, et au-dessus, c'est positif. Il y a une infection par un HPV. Ça, c'est la sensibilité analytique, et l'idée, évidemment, c'est d'être le plus bas possible quand on veut faire un diagnostic virologique. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les performances cliniques. Et là, on va décaler un petit peu les choses, parce que ce qui se passe avec les tests HPV, eh bien, c'est que le seuil de positivité avec la pertinence clinique, il est ici. Il n'est pas le même, il n'est pas identique au seuil analytique. Il va être décalé. Si on prend ici, par exemple, une charge virale, on voit que le nombre de copies ou le nombre de virus à détecter ou à partir duquel ça a un sens clinique, il est plus élevé que le seuil analytique. Donc, un test HPV de dépistage, il a son seuil clinique qui est défini par les investigateurs, qui est différent du seuil analytique, et tout ce qui est en dessous, c'est négatif. Négatif cliniquement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de virus, mais ça veut dire que cliniquement, la femme n'est pas à risque. Et c'est ça tout l'enjeu du test HPV de dépistage. Et quand c'est négatif, eh bien, on attend le prochain dépistage, c'est-à-dire 5 ans. Par contre, quand c'est positif, c'est-à-dire au-delà du seuil clinique de la pertinence, eh bien là, on va faire ce que nous dit l'algorithme, la cytologie réflexe, éventuellement la colposcopie. Et donc, c'est ça qui est absolument fondamental et qu'il ne faut pas confondre quand on utilise des tests HPV. Ce sont ces deux types de seuils. Et pour le dépistage, c'est celui-ci qui est important. On définit ces seuils de façon extrêmement précise. Il y a des critères qui ont été publiés en 2009 sur les critères de Meyer et ils sont basés sur des non-infériorités par rapport à des tests qui ont fait leur preuve dans des grandes études cliniques qui ont montré l'intérêt du test HPV dans le dépistage. Alors ça, c'est la façon un petit peu simple de faire une validation clinique des tests HPV. Poliak, en 2020, a publié qu'il y avait à peu près 250 tests HPV de disponibles dans le monde. Il y en a 13 qui sont validés. Donc, il ne faut pas prendre n'importe lesquels, et c'est seulement ces 13-là qu'il faut effectivement utiliser pour faire du dépistage. Et uniquement cela. Sinon, eh bien, on risque d'avoir, en particulier, trop de faux positifs, c'est ça vraiment l'enjeu, d'avoir trop de cytologie, trop de colposcopie, et le cas échéant,
Il y a trop d'interventions chez les femmes. Alors, au CNR, on met à jour une liste de façon très, très régulière sur la base des données qui sont utilisées. On participe également à des études de validation de trousses HPV. Et voilà, il y a une liste. Alors, si vous allez sur le site, il y a celles qui sont en vert, celles qui sont en orange, qui sont en train d'être validées, puis il y a les rouges. Voilà, alors on n'a pas mis toute la liste des rouges, mais il y a des industriels qui préfèrent être dans la rouge que d'être nulle part. Donc là, c'est à leur choix. On va passer maintenant aux tests ARN. Alors, la question s'est posée pendant très longtemps de l'intérêt des tests ARN. Le gros intérêt du test ARN, eh bien, c'est qu'il va détecter des infections qui sont pertinentes cliniquement. En fait, si on prend l'histoire naturelle, l'infection initiale, le virus va répliquer au niveau de la muqueuse, le virus va se transmettre et il va vivre le virus va vivre sa vie de virus. À ce moment-là, il y a une relativement faible expression des oncogènes viraux, qui sont aussi CE7, et puis d'une manière générale, l'infection va être éliminée, il ne va rien se passer. Quand l'infection persiste, à un moment donné, la réplication virale va diminuer, c'est-à-dire à l'intégration, et on va avoir une surexpression des oncogènes viraux, qui est associée ici réellement avec une cellule qui va effectivement commencer à se transformer, commencer à allumer. Et c'est ça un petit peu l'intérêt d'aller détecter les ARN messagers, c'est qu'on va avoir des infections qui sont pertinentes parce qu'il y a un processus carcinogène qui se met en route, mais qui n'est pas pour autant toujours définitif. Donc, c'est intéressant et il a été montré qu'ils étaient plus spécifiques, ces tests ARN. En sensibilité, globalement, c'est la même chose, mais on gagne un peu en spécificité, c'est-à-dire qu'on va mieux identifier les femmes à risque. Néanmoins, il y a des conditions d'utilisation de ces tests ARN. Il faut que le prélèvement soit effectué par un clinicien. Dans cette étude-là, on voit bien que lorsqu'on utilise un autoprélèvement, par exemple, ici en bleu, eh bien, les performances cliniques sont nettement moins bonnes que lorsque l'on utilise un prélèvement effectué par un professionnel de santé. Donc, il faut utiliser un prélèvement effectué par un professionnel de santé. Sinon, la sensibilité ne va pas être atteinte et le risque, eh bien, c'est de rater une lésion de haut grade ou un cancer. Il faut la présence d'un témoin interne cellulaire, ce sont les recommandations de la HAS. Et puis, bien évidemment, utiliser un milieu de recueil de cellules qui soit compatible avec la cytologie, parce que si un test ARN est positif, eh bien, une cytologie réflexe sera réalisée par la suite. J'ai évoqué un peu l'autoprélèvement, et ça, c'est la dernière nouveauté. Aujourd'hui, l'autoprélèvement, il va être là pour améliorer la participation au dépistage. C'est améliorer la participation au dépistage qui est lui-même organisé par les CRCDC. Ces structures qui organisent finalement le dépistage. L'idée, c'est de cibler des femmes non dépistées ou mal dépistées. C'est pas de proposer à tout va, voilà, hop, on jette les enveloppes d'autoprélèvement partout dans la rue et allez-y, testons. Non. Ce sont les CRCDC, ou en tous les cas, c'est un travail à réaliser en étroite collaboration avec les CRCDC, de façon à identifier effectivement les femmes qui ont besoin de ces autoprélèvements. Il y a un référentiel d'un cas qui a été publié qui précise le cadre et les modalités et qui redonne ces éléments-là de façon extrêmement précise. Et donc, je le redis bien, ce sont les CRCDC qui organisent. C'est pas le médecin qui décide d'envoyer les prélèvements, les biologistes, les allopathes, enfin, voilà. Il faut que ce soit fait dans des conditions extrêmement précises d'organisation, ne serait-ce que pour éviter de laisser les femmes avec un test HPV positif, toutes seules dans la nature. Il faut aussi avoir à l'esprit que des autoprélèvements, eh bien, on ne fait que des tests HPV dessus, c'est tout. On ne peut pas faire de cytologie, hein, ça n'est pas performant. Et donc, il faut avoir à l'esprit qu'une femme avec un test HPV positif, il va falloir lui demander d'aller voir un professionnel de santé pour faire un prototype pour une analyse cytologique. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut bien qu'il y ait une structure qui rappelle la femme, qui la relance une fois, deux fois, si elle a un test HPV positif.
Les performances des tests maintenant sur les autoprélèvements, ça c'est important pour les biologistes. Ce que l'on voit, c'est que les performances ici en bleu, ce sont les performances de tests HPV qui sont basées sur une amplification de signal. Pour faire simple, c'est l'ancien test hybride Percure 2. Eh bien, on voit qu'il marche nettement moins bien que les tests actuels basés sur la PCR. Donc là encore, sur un autoprélèvement, on ne fait pas n'importe quel test. Il faut utiliser des tests d'amplification de signal. Autant pour moi, excusez-moi. J'étais sur les autoprélèvements et cliniciens, excusez-moi. Là, on est sur les amplifications de signal. On voit que ça marche pas très bien sur les autoprélèvements par rapport aux prélèvements des cliniciens et que ça marche très bien, par contre, sur autoprélèvements et cliniciens, qu'on a des tests PCR. Voilà, excusez-moi. Donc, ça veut dire que globalement, il faut utiliser des tests PCR pour travailler sur les autoprélèvements. Il faut aussi un témoin interne de cellularité pour qu'on soit certain que l'autoprélèvement ait bien été fait. Et aujourd'hui, les prélèvements urinaires, qui sont largement acceptables et probablement plus acceptables encore que l'autoprélèvement vaginal, et néanmoins, les performances ne sont pas atteintes, donc ils ne sont pas satisfaisants et il ne faut pas les utiliser pour le dépistage. Donc, pour conclure, on a eu des évolutions majeures du dépistage du cancer du col de l'utérus depuis 2018. Ça s'organise, le test HPV vient en primaire, il y a des tests ARN, il y a l'introduction des autoprélèvements. Tout ça, c'est parfait. Il y a un petit mais, 3 petits points. Il faut se référer aux tests avec les bonnes performances cliniques, de façon à avoir un dépistage optimal. Il faut respecter les conditions d'utilisation des tests, autoprélèvement, pas autoprélèvement, contrôle cellulaire. Il y a les conditions de réalisation des tests HPV. La biologie médicale aujourd'hui en France est soumise à une accréditation par le COFRAC. Et puis, eh bien, il y a quand même encore aujourd'hui des difficultés d'implémentation de cette organisation et il y a encore du travail à fournir de façon à ce que toutes les femmes puissent accéder à ce dépistage. Voilà, je vous remercie.